Cette conférence va maintenant être enregistrée. Toc toc badaboum. Allez, c'est parti. Ça doit être la, je crois, 15e vidéo que je fais depuis le début du confinement. Si les annonces d'Edouard Philippe sont véritablement les bonnes, et ben du coup le confinement s'arrête dans une quinzaine de jours. Il y a 10 séances de programmées encore d'ici là. J'espère que ça vous plaira. Je vous ai prévu plein de trucs sympas. Du coup, moi je voulais aborder aujourd'hui le fait de dire l'hyperventilation, c'est parfois utile. C'est le sujet, c'est un des sujets que j'aborde de temps en temps avec mes élèves quand ils ont des besoins de faire en sorte que leurs apnées soient plus faciles et plus agréables. On va voir un petit peu ce que ça veut dire, ce que je viens de dire là. Alors, déjà, je veux qu'on commence par un tout petit peu de théorie, un petit peu d'explication sur comment ça marche, tout ça. Et du coup, on va voir comment, dans quel cas on peut l'utiliser. L'hyperventilation, c'est un espèce de panier fourre-tout dans lequel on a mis en fait tout ce qui n'est pas la ventilation naturelle. C'est quoi la ventilation naturelle? C'est-à-dire qu'en fait, votre corps a besoin d'une certaine quantité d'oxygène à l'instant, il évacue une certaine quantité de CO2 et pour ça, il se débrouille tout seul. C'est-à-dire qu'on ne régule pas soi-même son inspiration, en disant oh, j'ai oublié de respirer sur ce coup-là, en disant j'avais besoin, j'ai un peu trop de CO2. Bref, il fait ça tout seul, on n'y réfléchit pas jour comme de nuit. Sauf que il s'avère que il y a des moments où nous-mêmes nous prenons le contrôle de notre respiration dans le but de pouvoir changer notre état, alors que ce soit en méditation, etc. Bon, et très souvent dans la période qui précède une apnée. Et donc, l'hyperventilation, c'est ce panier fourre-tout dans lequel on met toutes les ventilations qui ne sont pas la ventilation naturelle. C'est-à-dire que vous prenez vous-même le contrôle de votre respiration pour que cette ventilation crée un effet sur votre corps. Voilà. Donc ça, c'est le panier photo hyperventilation. Je me permets de dire ça, pourquoi? Parce que on voit tous l'hyperventilation comme le chinois dans le grand bloc, comme ça, là, et puis qui part faire un accident. Alors qu'en fait, l'hyperventilation, Un non, il y a plein japonais, un d'exercices. japonais. Ah, c'est un japonais. Pardon, excuse. Ah, tu as raison, c'était un japonais. C'est vrai, ton truc rouge. Merci pour la correction, Cédric. Euh, et on n'imagine pas certaines ventilations comme pouvant être accidentogènes. Parce que c'est vrai qu'on se dit, ah, attends, l'hyperventilation, on dit, ah, faut surtout pas faire, on peut créer des accidents. Moi, personnellement, j'ai fait une syncope dans ma vie en 2009, sélection championnat du monde à Aix-les-Bains. Une journée magnifique, d'ailleurs, où Cédric aussi t'en avait fait une ce jour-là. C'était vraiment une organisation qui n'était pas vraiment au top. Et en l'occurrence, parmi les petits tops qu'il y a eu à ce moment, le petit problème qu'il y a eu à ce moment-là, il y avait eu un décalage dans l'emploi du temps euh, qui s'était produit. Ils n'avaient pas informé tout le monde. Et donc, moi, effectivement, je me suis présenté dans le bassin, normalement à top moins 2 minutes, mais finalement, j'étais là à top moins 7 minutes. Je me permets de vous donner cette expérience-là parce que je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore là-dessus et qui sont intéressantes, qui peuvent introduire mon sujet sur l'hyperventilation. Et donc, du coup, ben, j'étais là, top moins 7 minutes, dans une eau qui n'était pas très bonne, qui était froide, comme beaucoup d'autres piscines, surtout à Aix-les-Bains. J'avais une combinaison qui était toute fine. Donc, je me disais, bon, allez, qu'est-ce que je fais? Je ressors de l'eau, quitte à, je risque de me cailler en rentrant et tout. J'ai dit, allez, je vais rester, puis je vais me détendre. Sauf que, alors que d'habitude j'ai un protocole de respiration, là, bah, du coup, j'étais là dans l'eau, j'avais rien à foutre. Et puis, pour être très clair, j'étais à côté d'une idole à moi de l'apnée de l'époque, Christian Maldamé pour pas le cacher, pour pas le citer, et je devais normalement faire une performance pour me sélectionner pour le championnat du monde de l'année en question. Donc, autant le dire, j'étais bien stressé. Et à ce moment-là, du coup, j'ai cherché à me détendre. J'ai utilisé les respirations où je savais que ça stimulait la relaxation. Vous savez, ces fameuses expirations lentes qui font tellement de bien pour se détendre. Voilà. Sauf que, même si j'en faisais quelques-unes, là, du coup, comme j'avais un temps plus important prévu et que j'étais hyper stressé, j'ai un petit peu abusé de ça. Et moi, je fais partie des personnes qui sont plutôt assez sensibles à l'hyperventilation. Et donc, du coup, bah, je suis parti en live complet et j'ai fait une syncope à une performance qui, pour autant, normalement, était pas si compliquée que ça, qui était une bonne performance, mais qui n'était pas, en tout cas, mon top. Et malgré tout, je me suis vraiment pas senti bien déjà 20-30 mètres auparavant. Et 10 mètres auparavant, je me suis encore senti moins bien. Et puis bah, forcément, à la sortie, j'ai rien vu du tout. C'était, ma foi, bah, c'est la seule syncope de ma vie.
Et j'ai essayé d'identifier. Heureusement, on m'avait filmé à ce moment-là, donc j'ai pu identifier ça. Mais surtout, ça a été un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que du coup, je me suis dit, merde, comment je fais? Parce qu'à un moment donné, les respirations avant une apnée, c'est quand même vachement utile. On en a tous une. Et du coup, c'est quoi cette hyperventilation qui pose problème ou pas? Et donc, j'ai développé ce sujet, même à une époque, avec un ancien binôme qui aujourd'hui est coach aussi d'apnée. On avait carrément travaillé l'hyperventilation forcée. C'est-à-dire le fait de faire comme ça, comme des porcs, machin, etc. Et puis, ça a fait pas mal de choses. Donc, j'ai fait plein de séances là-dessus. Euh, et ça nous a donné des résultats plutôt assez surprenants. Quand juste que finalement, en faisant mon parcours, j'ai rencontré des athlètes de haut niveau et je me suis rendu compte que quasiment tous, mais vraiment sans exception, ils hyperventilent auparavant. Donc, je suis là, je dis, attends, j'hyperventile, d'autres disent, ah, faut surtout pas faire, c'est accidentogène, d'autres champions, ils font ça. Bon, alors c'est quoi ce bordel? Donc c'est là quand j'ai commencé à creuser le sujet et j'ai essayé de répertorier ça dans une présentation que je vais vous faire là, qui a pour but de vous expliquer qu'il ne faut pas dire ah l'hyperventilation, c'est comme le japonais dans le grand bleu, ça c'est dangereux. Et puis vous voyez après des compétiteurs qui font quelque chose qui ressemble à ça et ils font des super perfs avec ça. Et puis vous dire d'un autre côté, bah, hyperventilation, tiens moi non non, moi je me détends tranquille, je souffle machin. C'est pas de l'hyperventilation donc t'inquiète pas. Et puis finalement c'en est. Et c'est tout autant accidentogène. Et donc, vous pouvez tout à fait créer un accident par rapport à ça. Et donc, c'est pas l'hyperventilation le problème. C'est là que, du coup, je vais en revenir. C'est-à-dire que l'hyperventilation, c'est toutes les formes de ventilation avant une apnée qui, du coup, changent notre métabolisme et donc va changer nos repères pendant l'apnée. Parce que finalement, c'est ça qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est pas le fait de dire est-ce que je ventile en soufflant, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que si je fais c'est une bonne idée? Là-dessus, on pourrait faire tout un tas de théories. Euh, et si vous voulez, on pourra en parler. J'ai quand même quelques petites choses, je vais quand même vous donner quelques indicateurs par rapport à ça. Mais ce que j'ai trouvé avec certitude, c'est que le plus dangereux n'est pas d'avoir un type de ventilation particulier, c'est d'en avoir un différent en fonction de ce que l'on veut faire pendant son apnée. Et surtout d'en avoir un qu'on ne connaît pas. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ce qui est dangereux avec l'hyperventilation, c'est de changer de mode d'hyperventilation sans en connaître les conséquences. Voilà, ça c'est important. Donc pour moi, il est important d'expérimenter l'hyperventilation. Je vais vous inviter à le faire, je vais vous expliquer comment, à expérimenter l'hyperventilation et à en connaître les intérêts, mais également les risques et donc forcément comment est-ce que vous devez vous comporter face à l'hyperventilation. Ce qui est certain, c'est que quand nous on s'est mis à explorer l'hyperventilation, certains ont eu un comportement un petit peu extrémiste avec tout de suite, bon, bah, puisque c'est ça, je vais hyperventiler comme un porc pendant 2 minutes, parce qu'il paraît que c'est vachement bien, ça enlève l'envie de respirer. Et c'est vrai, on va y venir juste après. Sauf que du coup, ça a aussi également d'autres effets. Et la première chose que je vous proposais, c'est de dire, on va explorer l'hyperventilation, on va essayer de comprendre quels sont les intérêts. Mais alors, surtout, ce que vous faites pas, c'est de dire, ah bah attends, j'essaye avec 40 secondes d'hyperventilation, mais non, finalement, oh, ouais, je vais essayer avec 2 minutes direct, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est le premier danger, il ne faut jamais faire ça. Bien entendu, comme toute exploration d'hyperventilation, il ne faut jamais la faire seule. Il faut toujours s'encadrer en matière de sécurité, tout en prenant les copains. Écoute, je vais essayer de faire un peu d'hyperventilation en statique, c'est ce qu'il y a de plus facile pour l'exploration, peut-être même à la maison, dans votre fauteuil, et essayer de voir ce que ça donne sur mes apnées. Et est-ce que tu peux, s'il te plaît, juste jeter un coup d'œil, que si jamais je tombe par terre, que tu me rattrapes, que j'évite d'avoir la tête dans le coussin au moment où je me respire, où je respire, ou bon, voilà. En tout cas, toute exploration, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière séance sur comment est-ce qu'à un moment donné j'explore mes limites, mon envie de respirer, etc. Il faut quand même s'encadrer un minimum en matière de sécurité. Mais avec certitude, il faut chercher à comprendre comment est-ce qu'on fonctionne l'hyperventilation parce que il faut moi, je pense que vous contrôliez vos 2 dernières minutes d'inspiration. Contrôler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous ayez un cycle, que vous sachiez ce que vous allez faire pendant les 2 dernières minutes. Parce que si vous ne le savez pas, si vous ne le faites pas de façon contrôlée, dites-vous que le jour où vous êtes en train de vouloir préparer une performance, le jour où vous êtes en train de faire un examen pour votre niveau 4 ou etc., votre corps va prendre le relais et vous allez avoir une respiration complètement désordonnée et là, vous allez faire une hyperventilation involontaire et là, vous risquez l'accident. Donc, pour moi, vous devez explorer un cycle de ventilation dans les 2, 3 dernières minutes qui précèdent votre départ. On va voir ensemble
qu'est-ce qu'il est important de travailler pendant ces moments-là, mais vous devez explorer ça et vous devez du coup vous octroyer aussi le droit d'en changer dans le temps. Alors, l'hyperventilation, on va dire qu'il y a trois modes d'hyperventilation qui permettent d'atteindre trois objectifs. Un premier mode d'hyperventilation où on va forcer sur un temps d'expiration. C'est-à-dire que dans votre ventilation, vous aurez un temps d'expiration plus long que d'habitude. Ça, c'est un premier mode d'hyperventilation. Donc, vous serez là en train de respirer et donc, dans votre contrôle, vous allez augmenter votre temps d'expiration. Cet exercice-là a l'avantage de stimuler plein de trucs dans le corps qui vont avoir surtout pour conséquence d'améliorer votre relaxation. D'accord? Donc, on va dire que si vous savez que d'habitude, vous êtes un peu tendu aussi bien avant votre apnée que pendant vos apnées et que surtout ce que vous cherchez, c'est à vous relâcher, on va du coup chercher à dire que la ventilation qu'on aura avant le départ sera plutôt sur une expiration avec un temps plutôt long. Bon. Il se peut, deuxième mode d'hyperventilation, que de temps en temps, vous ayez besoin de diminuer votre niveau de CO2 avant le départ. Que ce soit parce que vous ne souhaitez pas faire face à vos sensations d'envie de respirer, ou que ce soit parce que, par exemple, vous ne souhaitez vraiment pas avoir de spasme pendant votre apnée, ou que ce soit parce que, par exemple, dans votre pratique, vous êtes en train de faire, par exemple, un SA50, vous êtes en train, par exemple, de faire une randonnée sur quelques mètres de profondeur, vous êtes en train, par exemple, de faire de la chasse sur une profondeur qui est peu importante. Par conséquent, on va dire que vous êtes dans des apnées qui ne sont pas proches de ce qui est censé être votre maximum. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, je sais faire 75 mètres en piscine et je vais faire des séries de 50 mètres. Et ben, je peux hyperventiler entre chacune des apnées. Je sais descendre à 30 mètres de profondeur, mais là, j'ai décidé de faire une rando, une balade sur 15 mètres, 20 mètres grand max, des apnées relativement courtes, avec plutôt en balade, avec d'ailleurs le cœur souvent un petit peu emballé entre deux. Et ben, du coup, j'en profitais pour hyperventiler. Vous êtes en train de, du coup, d'hyperventiler en forçant l'expiration. Vous êtes en train de vous balader sur une épave, vous avez envie de l'explorer assez régulièrement sans prendre forcément des grosses apnées. Et bien là, du coup, on va refaire des hyperventilations où on va chercher à diminuer son niveau de CO2. Donc, on va forcer l'expiration. Encore une fois, en faisant comme ça, je vais baisser mon niveau de CO2. Ça va également baisser tout un tas d'autres paramètres qui fait que très clairement, je ne ferai pas une meilleure apnée. En revanche, je la ferai plus confortable. Tiens, ce mode de respiration est intéressant aussi pour les moniteurs qui sont dans la salle et qui du coup doivent enchaîner les apnées. Mais par contre, il s'avère que des fois, j'ai des apnées où effectivement, j'ai pas envie de faire qu'un max, quoi. J'ai juste à enchaîner des apnées, chasse, balade, quoi qu'elle soit. Et donc, du coup, je veux pas me faire chier avec les symptômes d'envie de respirer, les contractions, tout ça. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais hyperventiler avec le but de diminuer mon niveau de CO2. Et puis, il y a un troisième type d'hyperventilation qui, là, pour moi, ne concerne que les athlètes de haut niveau. C'est les hyperventilations qui ont pour conséquence de véritablement diminuer l'état de stress et de tension générale de son corps et d'augmenter la charge en oxygène qu'on est capable de stocker, alors pas dans le sang parce que ça, on a atteint le taquet, mais dans les os, dans les muscles, dans les organes principaux, etc. Il y a des techniques de ventilation qui effectivement permettent ça. Alors, ce troisième volet est hyper technique. Il concerne pour moi que des athlètes de haut niveau et il est hyper dangereux à enseigner à des gens qui ne savent pas bien maîtriser leur technique de respiration. Donc, je ne vais pas développer comment est-ce que je fais pour surcharger mon corps en oxygène, etc. Parce que pour moi, il y a deux raisons principales. La première, c'est hyper accidentogène. Donc, si jamais vous ne respectez pas ce qu'il faut, vous risquez très clairement de faire des accidents plus régulièrement. Donc, et c'est des respirations qui sont très techniques. Donc, ça veut dire que vous devez avoir un niveau de technique important pour le faire. Et donc, le deuxième aspect, pourquoi est-ce que cette technique-là n'est pas intéressante pour notre objectif là, qui est d'être allé sur 50 mètres, etc., c'est que vraiment, il n'y en a pas besoin. Euh, pour pouvoir faire les performances que je suis en train de vous dire là, il n'y a pas besoin de suroxygéner son corps en oxygène, il n'y a pas besoin de carper et de mettre ses poumons en hyper extension comme ça, il n'y a pas besoin de tout ça. Tout comme vous n'avez pas besoin
de savoir freiner du pied gauche pour conduire votre voiture. Et pour autant, un pilote de rallye, il freine du pied gauche, il sait freiner du pied gauche. Et il y a comme ça plein de disciplines sportives où des choses sont réservées aux sportifs de haut niveau. Et donc, vous, en tant que pratiquant, vous ne devez pas, en tant que pratiquant de loisir, vous ne devez pas vous intéresser à ça. Vous ne devez pas vous intéresser à freiner du pied gauche pour apprendre à conduire une voiture, pour aller chercher votre pain. Donc, vous ne devez pas vous intéresser aux techniques de ventilation qui servent à un athlète qui va habituellement à 70 mètres de profondeur pour qu'il aille à 80 ou à 85, sachant que vous êtes à 30, 35, 40 et vous aimeriez bien être à l'aise sur 50. C'est une véritable erreur, d'autant que, comme je vous le dis, si vous ne maîtrisez pas ces techniques-là, qui en plus, qu'on soit bien clair, sont très controversées, parce qu'il y a un champion qui va dire, ouais, mais moi j'utilise un peu ça, puis l'autre qui va dire, ouais, moi j'utilise un peu ça, et donc en plus, on sait que chacun a des petits ajustements par rapport à ça, qu'il a souvent du mal à expliquer, qui vous donne une espèce de théorie, et qui est certain qu'à un moment donné, ça peut être accidentogène. Euh, donc, ce troisième volet n'est pas intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce que je fais pour me détendre, parce que ça, c'est le besoin que vous pouvez avoir, et comment est-ce que je fais pour diminuer mon niveau de CO2, parce qu'effectivement, assez régulièrement, je veux juste faire des apnées de travail, des apnées de travail sur la compensation, des apnées de travail sur ma technique de nage, des apnées de travail sur ma coulée, etc. Et donc, du coup, l'envie de respirer, des fois, ça me saoule, j'ai pas envie de l'avoir. Donc, effectivement, je vais baisser mon niveau de CO2. Donc, j'ai hyperventilé en expirant. Donc, j'ai hyperventilé en expirant longtemps. Ça, c'est les deux techniques d'hyperventilation qui, du coup, peuvent nous intéresser parce qu'elles sont utiles. Encore une fois, quand je dis qu'elles sont utiles, c'est qu'elles servent véritablement dans des contextes. Et en aucun cas, dans le contexte, vous êtes en train de chercher à faire votre maximum. C'est-à-dire que l'hyperventilation qu'elle a pas dit, oui, mais grâce à ça, je fais une meilleure performance maximale. J'ai envie de vous dire, ouais, mais pas pour descendre à 40 ou 50 mètres de fond, pas pour atteindre 5 minutes ou 6 minutes en apnée statique, pas pour atteindre 125 mètres ou même 150 mètres en monopane. Non. Il y a plein d'effets de levier à utiliser pour faire ces performances-là. Mais en aucun cas, l'hyperventilation est un moyen qui vous permettra de dépasser vos limites. En aucun cas. Donc ne la concevez pas comme ça. Ça vous permet en revanche de pouvoir pratiquer un certain nombre de fois dans des contextes plutôt intéressants comme rando, chasse, exploration, etc. Donc l'hyperventilation peut être parfois utile. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est la découvrir en même temps que vous faites vos exercices. Ça veut dire que pour moi, vous devez absolument chercher à faire des essais en amont, de savoir comment est-ce que vous réagissez par rapport à l'hyperventilation. Parce que comme on a dit, le problème, c'est pas que vous ayez un mode hyperventilatoire par rapport à ce que vous faites derrière. Le problème, c'est que vous changez à chaque fois. Ça, il faut pas. Donc, vous devez éventuellement explorer un petit peu d'hyperventilation, vous définissez un protocole, et voire même vous dire, tiens, et si j'allais explorer une hyperventilation un peu plus forcée pour voir ce que ça peut faire, mais en aucun cas sur des performances maximales. Donc, par exemple, nous, un exercice qu'on aimait bien faire, et ça rappellera un souvenir à Cédric qui l'a fait il y a quelques années de ça, dans cette piscine à Sainte-Foy, était de dire, bah, tiens, on va essayer d'explorer l'hyperventilation sur des apnées de 6 minutes, sachant qu'à l'époque, nos max étaient en 6 minutes 30 et 7 minutes. Donc, vous transposez, si vous avez un max à 5 minutes, vous pouvez chercher à faire cet exercice-là sur une apnée maximum de 4 minutes, 4 minutes 30. Si vous avez un max à 3 minutes, et ben, vous, du coup, faites cette exploration-là sur un objectif de faire des apnées de 2 minutes 30, d'accord? Et vous allez hyperventiler pendant maximum 1 minute pour dire qu'à un moment donné, vous créez les effets de l'hyperventilation. Donc, ça veut dire que vous allez vraiment chercher à faire. Bon, je vais arrêter là parce qu'en plus, moi, j'ai les abeilles qui montent vite. Mais vous allez forcer votre hyperventilation pendant une préparation de 1 minute et ensuite, vous allez faire des apnées que vous allez volontairement limiter à 70%, 75% de votre max a priori vous êtes censé capable de pouvoir faire ce jour-là. Et là, vous allez du coup pouvoir observer les effets de l'hyperventilation. Et parmi les effets de l'hyperventilation, une des choses qui est agréable, on ne va pas se le cacher, c'est le fait de quasiment faire disparaître l'espace. Et ça, mine de rien, quand on veut de temps en temps se balader ou faire des apnées un peu confort, et ben c'est pas désagréable du tout.
Parce que l'espace, mine de rien, ça demande beaucoup d'énergie mentale de pouvoir essayer de faire en sorte de les vivre dans le plaisir, le bonheur et la plénitude. D'accord? Donc, mine de rien, si je veux faire des apnées qui, encore une fois, ne sont pas dans le max, j'insiste là-dessus, hein, mais que du coup, je veux qu'elles soient plus confortables, comme par exemple la rando, la balade, la chasse sous-marine, l'exploration technique, la nage technique, les séries de 16 x 25, 16 x 50, etc. Là, vous devez inclure, enfin, je vous préconise, pardon, d'inclure l'hyperventilation. Si vous faites des apnées, tiens, par exemple, les tables hypercapniques à tronquer, mais hyper faciles, on faisait des apnées des par 4,30. Alors, celle-là, à la fin, c'était hyper facile. On faisait des apnées, donc, des par 4,30, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on fait une apnée sur 4 minutes 30. Donc, tu fais 4 minutes d'apnée, tu n'as droit que 30 secondes de récupération. À la fin, on arrivait quasiment à faire des apnées de 4,20, 10 secondes de récupération. Par contre, pendant les 10 secondes, on hyperventilait comme des porcs. Avec Cédric dans la salle, on a fait des apnées de 6 minutes comme ça, avec 1 minute de récup. Et sur 1 minute de récup, on hyperventile comme des porcs. Eh bien, figurez-vous que c'est pas si difficile que ça à vivre. Par contre, je vais mettre ça un peu dans le contexte. Sur les 6 minutes, pour vous prévenir par rapport à votre exploration, on avait du coup 5 minutes 30 hyper tranquille. Mais là, vraiment, on se disait, je suis devenu un champion du monde. D'accord? Par contre, à 5,32, là, ça commençait à être violent. À 5,38, on était au bord de l'agonie en train de mourir. À 5,45, en train de se dire, je comprends pas parce que normalement, je tiens plus de 6 minutes et là, je suis à 5,45 et normalement, là, je vais décéder. À 5,50, on se dit, bon, là, je tiens l'exercice parce que les autres sont encore là et que moi, je me dis que je suis pas une tapette. Donc, du coup, j'y vais. Mais clairement, là, je vais mourir. 5,55, ah ben, c'est bon, de toute façon, je suis mort. Ah non, tiens, je suis capable de penser, donc du coup, c'est bon. 6 minutes, ah, je suis sauvé, je peux respirer. Je vous fais cette image un petit peu humoristique, mais je vous assure que c'était vraiment comme ça que ça se passait dans la tête. Ça veut dire que pour moi, j'en ai retenu une chose, c'est que l'hyperventilation, ça me permettait d'avoir une grande phase plus dans le confort. Mais par contre, attention, ce que j'ai vraiment retenu, c'est que quand les sensations commencent à être installées, je suis vraiment beaucoup plus proche de mes limites. Donc, je ne l'ai jamais eu jusque-là. C'est ce que j'en ai appris de ces choses-là, c'est-à-dire que l'hyperventilation, je m'en sers lorsque je veux faire des performances qui sont plutôt cool, plutôt, euh, on va dire, pas difficiles physiquement, mais par contre, qui sont dans un contexte que j'ai besoin. Donc, n'hésitez pas à explorer l'hyperventilation, à pratiquer l'hyperventilation, à voir votre comportement, comment est-ce qu'il se situe, notamment en apnée statique, parce que c'est le plus confortable, et ensuite en apnée dynamique, parce que c'est encore une fois le plus facile à gérer, et ensuite, vous n'hésiterez pas à l'introduire en profondeur. Mais ne jamais se dire, ouais, mais l'hyperventilation, c'est pas bien, c'est pas beau, si, faut pas faire, c'est interdit. Euh, Parce que de toute façon, vous en faites une, généralement. Et parce que en plus, en voyant tous les autres faire, vous aurez envie de le faire à un moment donné. Et puis véritablement, ça peut être quelque chose d'utile. Donc, accordez-vous dans l'année quelques séances, quelques occasions. Chez vous, là, vous êtes en confinement, vous n'avez rien à faire, posez-vous dans un fauteuil et essayez d'hyperventiler et voyez ce que ça donne. Pas sur des performances élevées, j'insiste toujours. Ne pensez pas que l'hyperventilation va vous faire augmenter votre apnée pure. Ça va par contre vous faire un petit peu augmenter votre confort. Donc n'hésitez pas à le pratiquer dans ce but-là, uniquement dans ce but-là. De façon progressive, en augmentant les temps à chaque fois, mais en les augmentant plus sur dès que ça commence à être pas bien, franchement, n'insistez pas. D'accord? Ou très très peu. D'accord? Parce que vraiment votre limite est rapprochée derrière. Vous augmentez pas votre temps d'apnée comme ça. Voilà, c'était la présentation que je voulais vous faire sur l'hyperventilation, sur le fait qu'elle pouvait avoir des utilités, sur le fait qu'il ne fallait pas la craindre et le fait qu'il fallait l'explorer de façon sécurisée en acceptant le fait qu'elles ont pour but principaux deux choses, se détendre et améliorer son confort pendant l'apnée, en oubliant qu'elles sont là pour augmenter votre performance. Sauf le jour où vous aurez vraiment un très très gros niveau, là on commencera à utiliser l'hyperventilation dans le but d'augmenter sa performance. Mais de ce que je connais de toutes les personnes que je vois dans la salle, je ne vous connais pas tous, c'est clair, je le nie pas. Euh, mais j'en connais quand même beaucoup. Et je pense que d'aller à 50 mètres et faire 150 mètres en bassin est un rêve pour la majeure partie de tous ceux qui est là. Donc n'hésitez pas à considérer que la respiration que vous avez n'aura pas une influence majeure sur la performance que vous allez faire derrière. Donc ne cherchez pas dans l'hyperventilation une solution pour augmenter votre performance.
Voilà. Eh ben, je suppose qu'il doit y avoir quelques questions par rapport à ce que je viens de dire, parce que c'est forcément pas tout à fait dans les habitudes de ce que vous pouvez entendre. Donc, n'hésitez pas. Si je peux faire un retour d'expérience, c'est avec plaisir. Oui, Marius, tu peux. Il me pose la question si on peut faire quelques inspirations avant. Oui, tu peux, tant que tu fais toujours la même, avant chaque performance, on va dire. De toute façon, prendre trois hyperventilations, ça change pas grand-chose à ton niveau état physique derrière. Donc, si ça te fait du bien, pourquoi pas. Dites-vous que quand on fait des véritables hyperventilations, pour qu'elles fonctionnent, c'est quand même plusieurs minutes, hein. Donc, pour qu'elles soient dangereuses, c'est quand même, pour moi, faut dépasser la minute. Faut minimum dépasser la minute de ventilation pour penser qu'elle peut être dangereuse. Il est très important d'avoir un protocole de départ, Karine. Ouais. Ouais, très important d'avoir un protocole de départ. N'hésitez pas si vous voulez poser vos questions orales. Et définis-toi quelque chose qui te convient en parlant avec ton coach. Mais il est très important d'avoir un cycle respiratoire, même s'il n'est, je vous assure, en 2 minutes à respirer, c'est court et c'est long en même temps, hein. Essayez de vous déterminer ce que vous devez faire pendant 2 minutes. Vous verrez que vous n'avez pas tant l'occasion de faire tant de choses que ça. Donc oui, il est important d'avoir un protocole de départ en amont. Tu peux nous proposer un protocole de préparation pour les 2 dernières minutes avant la performance? Oui, je peux faire ça. L'hyperventilation, c'est au début de la ventile et après, on revient à une respiration zen. Alors, ah, qu'est-ce que moi, je préconise comme ventilation avant un départ où on peut faire un max, d'accord? Euh, on va dire que je n'attends pas de cette ventilation-là qu'elle change mon état physiologique. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière, quand j'ai fait des performances à partir d'un certain niveau, je change de type de respiration. D'accord? Mais moi, je vous dis, tel que je le fais, quand je fais mes entraînements en performance classique, c'est-à-dire en dessous de 50 mètres de profondeur, ou disons sur des séries de 100 mètres d'apnée. D'accord? Euh, et voilà, ça veut dire que de temps en temps, je fais de l'hyperventilation plus forcée que ça, notamment quand j'encadre ou quand je fais de la randonnée. Donc, moi, ce que je vous préconise, c'est déjà de reprendre mon cours sur le bien-être et la respiration, où du coup, j'enchaîne des cycles respiratoires où je remplis le ventre à fond, je remplis la poitrine à fond, je fais une pause, je me relâche, je me détends complètement, je laisse l'air sortir. Je fais bien une expi passive pour laisser l'air sortir. Puis, je souffle à fond. Je me concentre sur l'ensemble de mes os musculaires. Je souffle à fond. Je me détends, quelques 3-4 secondes. Je laisse l'air rentrer. Vous avez les détails de ce cycle respiratoire dans le cadre de la vidéo sur le bien-être et la respiration. Donc, dites-vous que ça, je le fais sur, on va dire, l'avant-dernière minute, de 2 minutes à 1 minute, d'accord? Et ça représente à peu près, je dirais, 4 cycles respiratoires. D'accord? C'est-à-dire que de 2 minutes à zéro fait 4 fois ça. OK? Puis, je fais des exercices de remontée. Je remonte mon diaphragme et j'en profite pour écraser mon sternum. Ce qui est certain, c'est que j'en profite pour m'assurer que mon diaphragme est relâché et détendu et que l'ensemble de ma poitrine peut subir un écrasement et un mouvement sur son amplitude complète. Ça me dure environ de top moins 1 minute à top moins 45 secondes. Là, de top moins 45 à top moins 15, j'essaye d'avoir une respiration, tout ce qu'il y a de plus normal. Vraiment normal. D'accord? Donc, je contrôle le fait que mon inspiration et mon expiration durent maximum 3 secondes d'inspi, maximum 3 secondes d'expi. Petit volume d'air, respiration la plus standard possible. Puis effectivement, j'aime bien, dans les 15 dernières secondes,
faire, disons, 2 expilantes. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je remplis mes poumons à moitié. Et je le fais en pinçant mes cordes vocales comme ça. Vous savez, comme ce son que l'on fait quand on se détend. Ah. Comme ça. Parce que j'ai fait, je me suis rendu compte que cette vibration sonore que je faisais, je sais pas, je devais la ressentir dans mon corps, ça me détend encore plus. Donc 2 fois, c'est petit inspi, et là ensuite j'inspire et j'y vais. D'accord? C'est un cycle que moi j'ai mis en place, qui a pour but, la première minute, de retrouver de la souplesse dans ma cage thoracique, sachant que on a toujours tendance à se gainer dans les mouvements qu'on fait auparavant, etc. Et c'est une façon pour moi, comme c'est un exercice que je répète assez régulièrement, en fin de stretching, etc., c'est une façon pour moi de regagner mon calme. D'accord? Donc, euh, je sais qu'elle n'a pas d'incidence physiologique, c'est juste, je me connecte avec ma respiration, finalement. De 2 minutes à 1 minute, je me connecte avec ma respiration de cette façon-là. Puis, je m'assure de la souplesse générale de ma cage thoracique. Puis, on va dire, j'intensifie mon état de détente. Puis, j'y vais. Voilà. Ça, c'est un protocole de départ. C'est ce que j'ai défini pour que ce soit, pour moi, le meilleur moyen d'arriver à être détendu. D'accord? Euh, et pendant toute cette phase-là, je fais le scan de mon corps et je me relâche complètement. Voilà, c'est un mélange d'exercice respiratoire et de scan du corps et de relaxation. D'accord? C'est ma recette à moi. Je ne me permettrai pas de dire que c'est la recette que vous devez absolument utiliser. Et en aucun cas, je dirais que c'est celle qui permet de faire une grosse performance. D'accord? C'est pas comme ça que je vois la chose. Par contre, ça, quand je fais ça, derrière, je peux tout à fait faire des apnées de poumon vide à 30 mètres de profondeur, de 2 minutes, et ça me va très bien. D'accord? Donc, n'imaginez pas que de changer votre respiration vous empêchera de descendre à 30 mètres ou 40 mètres poumon plein. D'accord? Donc, voilà ce que moi je préconise sur le protocole, tout en n'hésitant pas à le changer, en se disant oh, moi je préfère faire ci, ou alors j'ai entendu un tel athlète qui disait ça, ça me plaît aussi, ou un tel athlète qui me disait ça, ça me plaît aussi. Mais par contre, vous avez vu que quand je vous ai dit que j'ai choisi ce mode de respiration, c'est parce que j'avais un objectif, me connecter à mon corps, à ma respiration, m'assurer de la flexibilité de mon système pulmonaire et me détendre avant mon départ. Ça, c'est mon protocole et du coup, je l'ai adapté en respirant en fonction d'eux. D'accord? N'hésitez pas à l'adapter en fonction de ce qu'un autre peut vous dire, mais par contre, faites-le pendant 2 mois et faites vos apnées. Si vous entendez un autre truc, changez, faites-le pendant 2 mois et ensuite explorez vos apnées comme ça. Vous dites pas, je fais une semaine un truc, j'ai essayé 2 fois, bah, je l'ai essayé 2 fois, son truc, ça ne me va pas. Parce que rien que le changement d'habitude, de toute façon, ça va vous perturber. Donc, accordez-vous. Moi, j'aime bien dire, quand on choisit un protocole, on ne le change pas avant au moins 2 mois. Voilà. L'hyperventilation, c'est au début de la ventilation et après, on revient à une respiration zen. Pour moi, la respiration qui est avant les 2 dernières minutes ne doit pas exister. Vous devez respirer normalement, laisser votre corps comme il faut. On ne cherche à respirer véritablement de façon contrôlée que dans les 2 dernières minutes qui précèdent votre départ. Avant, on essaie juste de respirer normalement, si possible. On ne fait pas d'hyperventilation plus que 2 minutes parce que sinon, ça peut être véritablement accidentogène. C'est trop d'hyperventilation. Et comme dit Jamal, il a raison, le mieux, c'est de découvrir sa propre ventilation, n'hésitant pas à changer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous écoute. Pascal? Marius, je t'écoute. Ouais, on est bien d'accord que par contre l'hyperventilation, elle est antagoniste avec le relâchement, puisqu'elle stimule le système sympathique. Ben, Du coup, pas si tu forces ton expiration. d'accord. Si tu fais une Ok. hyperventilation en faisant comme ça, tu stimules ton système parasympathique. Ok. Donc, tu stimules ta relaxation. Et je pourrais Et hyperventiler 30, 5 secondes. Donc je me mets pas dans le rouge. Et puis après, je me relaxe les 30 dernières secondes. Ça pourrait le faire, ça? tout à fait. Oui. Moi, je dis, il faut éviter de modifier votre respiration plus d'1 minute. Pour moi, ça commence vraiment à être Mm. dangereux. Mais n'hésite pas à l'explorer, mais après, n'hésite pas aussi Oui. à te dire, tiens, ok, je choisis ça, mais si de temps en temps, je faisais des séances d'entraînement où j'hyperventilais vraiment comme un porc pour voir ce que ça donne. Mm. Parce que, vous savez, moi, ça m'est arrivé une deuxième fois après.
au championnat du monde de 2011 en l'occurrence, où j'ai malgré tout forcé et fait une grosse samba. Euh, mais c'est normal, c'était un championnat du monde, donc on essayait quand même de faire des choses. Je m'étais qualifié en finale, et donc du coup, je voulais quand même faire quelque chose en finale. Euh, donc il y a aussi un petit peu ça. Mais par exemple, ce que j'ai pu identifier, c'est que pendant ma période de préparation, j'ai ressenti des symptômes d'hyperventilation, picotement au niveau des doigts, au niveau des lèvres, etc. J'ai ressenti des sensations comme ça, et là, du coup, je dis, hop, 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 hop. Et ben, très clairement, dans la minute qui a précédé mon apnée, j'étais déjà en apnée, pour justement essayer de consommer un petit peu et recréer du CO2 dans mon corps. Du coup, Ah oui. j'ai recréé une apnée avant, Mhm. pour pouvoir avoir finalement peu de récup et partir ensuite faire mon max. Et je pense que ça m'a évité la syncope ce jour-là. Donc, expérimenter l'hyperventilation pour savoir ce que ça veut dire derrière. C'est le volume qui est dangereux, Jamal? Écoute, non. Pour moi, c'est pas le volume. C'est le temps consacré à ça. C'est si vous faites trop de cycles ventilatoires, parce que c'est pas tellement la quantité d'air qui va avoir une influence, mais plutôt les cycles utilisés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a déterminé parmi les raisons qui pouvaient suroxygéner, baisser le niveau de CO2 ou ne pas faire ça, c'était de savoir si on avait des inspirations actives ou des inspirations passives, des expirations actives et des expirations passives, et des inspirations ventrales, inspiration thoracique, expiration ventrale, expiration thoracique. On s'est rendu compte que ça n'avait pas les mêmes effets. Donc, par exemple, on sait que si on veut stimuler le système parasympathique, il faut plutôt forcer de l'expiration et plutôt avoir tendance à respirer avec le ventre. Si on veut augmenter son niveau d'oxygène, il vaut mieux faire de l'inspiration et plutôt thoracique, etc. Et donc, du coup, en jouant avec ces choses-là, c'est ça qui fait que derrière, on change véritablement le métabolisme du corps. Et donc, comme pour le moment, vous ne maîtrisez pas et me dites pas le contraire, c'est pas le cas, parce que vraiment, il faut des années d'expérience pour maîtriser les divers cycles respiratoires et être capable de synchroniser ça véritablement avec son besoin physique. Bah, du coup, vous risquez de mélanger tout ça. Et en risquant de mélanger tout ça, eh bien, c'est là que si vous faites ça trop de fois pendant trop longtemps, vous créez un changement dans votre métabolisme qui est trop important et qu'effectivement, vous avez un risque important par rapport à votre apnée sans pouvoir avoir les bénéfices de l'augmenter. D'accord? Donc, cette chose-là est véritablement réservée aux gens qui ont besoin de la ventilation pour faire leur performance. Parce que si vous me dites, ouais, mais moi, je dois hyperventiler que ça, parce que c'est ça qui me permet de passer de 3 minutes à 4 minutes en apnée statique, je vous réponds, c'est faux. En aucun cas, une technique de ventilation vous permet effectivement de passer de 3 à 4 minutes. Ce qui vous empêche de passer de 3 à 4 minutes n'est pas dans la respiration. C'est dans votre technique de relaxation, dans votre technique de maîtrise de votre corps, dans votre capacité à faire en sorte que votre cœur diminue le rythme cardiaque, dans la capacité à faire en sorte que votre corps vive bien les premiers symptômes d'envie de respirer et votre métabolisme et votre mental est capable de bien vivre ces choses-là. Mais en aucun cas, une technique de respiration doit vous permettre de passer de 3 à 4 minutes. Une technique de respiration vous permettra de passer de 6 à 9. Mais soyez d'abord à 6. D'accord? Quand vous serez à 6 minutes, on en parlera. Tant que vous n'êtes pas à 6 minutes, n'inventez pas un cycle respiratoire pour que ça vous permette d'y arriver. C'est faux. C'est un risque de penser ça. Ok. Pascal, est-ce que tu peux nous parler du système sympathique là? J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Parasympathique, c'est ça, non? Non, Ouais, on va dire, tu sais, on peut stimuler le, le fait de se détendre un peu plus. Si tu veux, c'est fou, j'ai un truc que j'essaye de faire justement, de, un maximum dans mes cours, c'est de ne pas utiliser tout ce qui est scientifique. C'est volontaire parce que pour moi, tous les mots techniques ne sont là que pour cacher l'incompétence. Voilà, c'est méchant ce que je viens de dire là, mais c'est clairement ce que je pense. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu maîtrises vraiment un sujet, tu n'as plus besoin de mettre des mots scientifiques derrière. Et les mots scientifiques, c'est juste pour montrer que tu connais un truc plus intelligent que les autres qui ne connaissent pas. D'accord? euh, Moi, je préfère, enfin, je suis désolé de dire, mais redescendre au niveau normal de monsieur tout le monde. D'accord? C'est faire, voilà, vive la partie tétale, comme dit Alexis. C'est exactement ça. Euh, c'est de dire qu'à un moment donné, système parasympathique, sympathique, tout ça, tu sais quoi? Euh, c'est du discours de scientifique. Moi, j'ai envie de te dire, respire par le ventre, plutôt en expirant et plutôt sur une longue durée, et tu verras que ce qui va se passer globalement, c'est que dans ton corps, tu vas te détendre. Voilà. Après, la science de tout ça, euh, je ne connais, je vais être méchant,
Ouais. Si deux, allez, j'en mets deux dans le panier. Mais je connais que deux apnéistes au monde qui savent parler respiration comme il faut, en sachant de quoi ils parlent, c'est-à-dire en ayant fait des études empiriques. C'est-à-dire que pour moi, des mecs qui parlent de ventilation, il y en a autant qu'il y a d'apnéistes, d'accord? Mais des gens qui ont eu la chance de faire des études scientifiques dessus, avec des retours qui permettent de pouvoir avoir une véritable application scientifique, j'en connais que deux. Alors je dis pas que je connais tout le monde, d'accord? Et pour pas les citer, c'est Federico Mana et Branko Petrovic. Euh, et c'est les deux seuls que lorsque j'ai essayé d'être technique avec eux, parce que quand même, mine de rien, j'ai appris à être technique, lorsque j'ai fait les stages avec eux, ont été capables de me répondre avec un niveau technique élevé, mais surtout avec des études empiriques qu'ils ont réalisées qui leur permettent de pouvoir répondre réellement sur ce qu'ils font. Parce que des mecs qui ont la science de dire moi, je me mets un doigt dans le cul, j'y vais, il y en a plein. D'accord. Mais par contre, des gens qui sont capables de dire faites vraiment ça et c'est ça qui marche. Non, on va stimuler le système parasympathique, on va faire des respirations claviculaires et plein de trucs comme ça qui vont faire que je suis plus intelligent que vous. Ça, il y en a plein des mecs qui tiennent ce discours-là. Mais par contre, dès que tu les mets face à des véritables médecins, scientifiques, bouddhistes et autres sur la respiration, alors là, il n'y a plus personne, quoi. Voilà, donc, je vais détruire le mot scientifique de parasympathique, sympathique, ça. Je vais dire détends-toi en respirant par le ventre et en soufflant. Ok, merci. Avec plaisir, Bon Pascal. bah, bon bah c'est dit, hein, Pascal. Qu'est-ce qu'il dit? Non, bah sympathique et parasympathique. Ouais. Bon, j'accélère et puis je modère. Allez. Non, mais c'est ouais, c'est important, mais c'est important d'utiliser des mots simples pour tout le monde. En tout cas, c'est ma vision. C'est c'est comme ça que je trouve que je me fais mieux comprendre par mes élèves. Du jour où j'ai arrêté de d'utiliser des choses compliquées, juste parce que j'avais besoin de montrer que j'étais un bon moniteur. Parce que je l'ai fait, hein. Il y a des gens dans la salle qui me connaissent depuis des années, d'accord, et qui m'ont vu utiliser des autovents, des tubes pour la compensation, qui m'ont vu utiliser des termes techniques ou montrer des gestes, machin, parce qu'à un moment donné, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Puis le jour où j'ai réussi à être simple, bon, mais là, c'est un autre débat, c'est de la pédagogie, ce que j'ai en train de vous expliquer ça. C'est un autre débat. C'est de la On revient sur pédagogie. l'hyperventilation, s'il vous plaît. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, tiens, si. Je peux vous en dire une quand même d'hyperventilation qui est hyper importante. J'y ai même pas pensé. Mais ouais. Il y a une hyperventilation que je vous invite à avoir systématiquement. C'est celle à la sortie de votre apnée. C'est-à-dire que beaucoup d'accidents d'apnée ont lieu parce qu'en sortant, on a une façon de ventiler en expirant comme ça, là. Parce que forcément, on a une très forte envie d'expirer liée à l'excédent de CO2. Et là, celle-là, elle est pas bonne. Et donc, ouais, le hook breath, pourquoi pas. Moi, j'ai envie de dire encore une fois, le truc le plus simple et qui m'a sauvé, mais alors plusieurs fois, notamment en encadrement, notamment en faisant la sécu de certaines personnes, etc. C'est qu'il y a des fois, ben, moi-même j'ai du stress, j'ai de l'angoisse, j'ai des choses comme ça, et ben, malheureusement, je surconsomme mon énergie. La dernière, c'est quand j'ai été sur une épave à 20 mètres de fond et que mon fils, alors que d'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui était dans la salle sur là, j'avais fait une apnée de plus de 3 minutes sur l'épave à encadrer, à filmer des gens qui étaient en train de descendre, bon passons. Et à la fin de mon apnée, j'en pouvais plus. Euh, Mon fils a suivi le lot de tout le monde que ça. Et il est rentré dans l'épave. Il n'était jamais rentré dans l'épave de toute son histoire. Il était déjà venu plusieurs fois, mais il n'était jamais rentré dans l'épave. Et puis à ce moment-là, ce couillon a décidé de rentrer dans l'épave. Je vous laisse imaginer qu'il était pour moi inimaginable de pouvoir laisser mon fils là tout seul se balader dans l'épave. En sachant que là aujourd'hui il a 15 ans, quand il faisait ça il en a 14 ans. D'accord, donc vous imaginez votre fils à 14 ans à 20 mètres de fond dans l'épave et vous qui êtes en train de dire non mais là il faut que je monte, c'est un moment où je suis sous l'eau. Donc clairement je suis resté avec lui, mais clairement quand je suis arrivé en surface, heureusement que j'avais ce réflexe ventilatoire parce que je pense que sinon je partais faire minimum une samba c'est sûr, voire peut-être même plus que ça. Mais c'est de dire que ayez l'habitude effectivement de vous faire un protocole de respiration à la fin de votre apnée qui a pour but de remettre de l'oxygène. Donc ça veut dire qu'on est plus là à forcer à l'inspiration. Donc il y en a qui parlent de hook, il y en a qui, bon, encore une fois, je suis pas là pour
vous donner une recette miracle, moi, et vous dire, ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'effectivement, il fallait que je fasse attention à pas m'emballer et expirer, même si c'était un besoin que j'avais, mais plutôt chercher à inspirer, plutôt en gardant la poitrine assez ouverte, c'est-à-dire ne jamais me retrouver poumon vide, d'accord? Jamais. Jamais se retrouver les poumons bas comme ça. Et donc, ça veut dire aussi pour moi, jamais solliciter de trop la respiration ventrale, d'accord? Je suis vraiment focalisé sur la respiration en haut comme ça. Et c'est donc, vous voyez, une expiration plutôt courte et une inspiration plutôt forcée pour garder un cycle important en haut. Et ça, d'avoir cette inspiration-là, je sais que ça me surcharge en oxygène et je sais que ça m'a sauvé de pas mal d'apnées que des fois, malheureusement, j'ai pas vu arriver, que j'aurais été franchement limite ce jour-là. Donc, l'hyperventilation de sortie est importante, mais c'est la seule. Et vous pouvez faire, même vous en faites une où vous évacuez trop de CO2. Si vous êtes vraiment trop sur l'expi, il faut faire attention parce que ça veut dire que vous mettez pas assez d'oxygène. À ce moment-là, ça peut devenir accidentogène. On voit beaucoup de gens qui partent. Donc voilà, pas trop forcer sur l'expi à la fin de son apnée, sinon plutôt sur l'inspi. Mais pas hésiter à hyperventiler à la fin de son apnée. Un peu mélier, on dit qu'après une syncope, le corps se souvient de la syncope et on refait rapidement ensuite pour se protéger. Euh, ouais. On dit aussi qu'il y a une adaptation physiologique à l'apnée. Moi, j'adore ça, les mecs qui disent, ah, moi, je m'adapte à la profondeur. Ou alors, j'adapte mon corps à l'apnée. Tout ça, c'est des dérives de mots, comme si on était capable de faire une adaptation physiologique, comme si on était capable de changer notre ADN ou de changer l'adaptation de notre corps à des symptômes qu'on est capable de vivre, genre les athlètes de haut niveau qui sont capables de supporter une baisse d'oxygène importante parce qu'ils sont en altitude ou genre de là. Voilà, moi je dis baratin, on est dans la peine de loisir, d'accord? Plein de personnes me l'ont démontré dans l'histoire et tout. Il y a encore pas si longtemps, notre ami André Zoukari en a profité, il a fait une pause d'un an pour des raisons professionnelles de profondeur et direct il s'est dit tiens je vais essayer d'aller à 100 mètres de profondeur. Il est allé à 100 mètres de profondeur le premier jour. Et rien que pour fermer la gueule de tous les mecs qui parlent d'adaptation au corps, on n'a pas d'adaptation au corps. Il n'y a pas de souvenir du corps de la syncope. Par contre, là où il y en a un qui est évident, c'est là-dedans. Okay, c'est que lui, là-dedans, il pense à plein de choses. Et il pense que la dernière fois qu'il a fait sa performance à 125 mètres, il a fait une syncope. Et que du coup, quand il va retenter à 125 mètres, eh ben, lui, là-dedans, il va flipper. Et en flippant, eh ben, c'est possible qu'il recrée la syncope. D'accord? Parce qu'en reflippant, il va recréer un stimuli de lâcher d'adrénaline. Et donc, du coup, il est possible qu'il recrée une syncope. D'accord? Mais c'est pas le corps qui se souvient de ça. C'est pas l'adaptation physiologique, la mémoire corporelle de la syncope, tout ça. Non, mais sans déconner, mais parle de ça à un scientifique, mais il rigole, quoi. Je veux dire, mais d'où on fait des adaptations physiologiques de quoi que ce soit? Si un jour vous avez développé votre blood shift, tiens, moi je m'entraîne au blood shift tous les matins, j'en prends un petit déj, tu sais. Je m'entraîne à la bradycardie tous les matins, je m'en prends un petit déj aussi. Je me fais une adaptation physiologique à la bradycardie. Baratin. Voilà, c'est mon point de vue. Sur des séries en dynamique hypercapnique, ça hyperventile pas mal quand même. Ah ben, c'est le but quand même. Quand tu fais des séries hypercapniques, si tu veux en profiter pour faire en sorte d'avoir des meilleures apnées, il est quand même préférable de forcer l'évacuation du CO2. Par contre, attention, l'hyperventilation accélère aussi le rythme du corps et le rythme physiologique. Donc, des fois, hyperventiler, ça te fait emballer le rythme cardiaque aussi. Donc, il y a un juste milieu à trouver et tu verras que les mecs sont très très forts en hypercapnie. Finalement, ils hyperventilent pas tant que ça. Ils ont des phases où ils hyperventilent de temps en temps, mais ils ont surtout une respiration qui est très contrôlée. Il y en a un qui est dans la salle, qui est Cédric, qui est très fort en 16x50. Je l'ai coaché quelques fois là-dessus. Il n'est pas dans une hyperventilation emballée. Il faut faire attention à ça. Le Jean-Pierre Coff de l'apnée. Je te remercie, Yves. Il faut faire attention que votre hyperventilation, dès que vous commencez à la stimuler sur les séries hypercapniques, à un moment donné, vous pouvez être rattrapé par le fait que
Rien que le fait d'hyperventiler vous incite à re-hyperventiler derrière et vous augmente votre rythme cardiaque et le rythme du corps. Donc, l'hyperventilation est bien sur les séries hypercapniques parce que justement, je vais par l'exercice augmenter mon niveau de CO2, par la ventilation diminuer mon niveau de CO2, donc par l'hyperventilation diminuer mon niveau de CO2. Donc, forcément, c'est favorable. Mais attention, parce que vous pourriez vous retrouver dans une situation où finalement, l'hyperventilation que vous créez est plus néfaste que favorable. Ok, merci beaucoup, ça me rassure, mais je vais essayer d'éviter la syncope quand même. Non, mais tu as raison, Chris, hein. Je suis d'accord avec toi, évite la syncope. Moi, tu vois, j'en ai fait une seule il y a bientôt 11 ans de ça. J'ai pas envie d'en refaire. Et je suis pas sûr que je sais qu'il y a plein d'athlètes de haut niveau qui en font régulièrement, et je pense pas qu'ils aient envie d'en refaire régulièrement non plus. Ils en font juste parce que des fois, explorer ses limites, ça passe par là aussi. Je dis pas le contraire. Mais c'est souvent aussi parce qu'ils identifient pas la cause de pourquoi est-ce qu'ils en ont fait une. Voilà, ça, c'est aussi une des raisons. C'est que souvent, on met ça sur le dos de l'alignement des planètes. On aime bien les alpinistes mettre sur l'alignement des planètes. Ah, c'est pas le bonjour ou des trucs comme ça. Là. Ah, j'ai mal dormi. Oh, le juge n'était pas gentil avec moi. Enfin, tu sais, des excuses qu'on aime bien tout savoir. Faut pas se remettre soi-même en cause. Bon, allez, c'est mon dernier truc de Jean-Pierre Coff que je fais. Je remercie Yves pour cette petite remarque du Jean-Pierre Coff de l'apnée. Ouais. Finalement, tu sais quoi, je crois que ça va me plaire. Et de la mer, à la bonne excuse, l'état de la mer. Ouais, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'hyperventilation? Oui, Pascal, c'est juste, est-ce que tu peux repréciser sur les tables hypercapniques sur 20 secondes de récup, 10-20 secondes de récup entre chaque apnée, c'est plutôt donc une inspi thoracique, parce qu'il faut quand même qu'on aille assez vite, si tu as 2-3 cycles, c'est inspi thoracique et puis expi basse, enfin, si tu peux repréciser. Ouais, alors là, le but en tout cas, ça va être de forcer à l'expiration, Ouais. puisque a priori, on est assez peu en dette d'oxygène, sauf si vraiment tu as une très gros exercice d'hypercapnie. Donc, très gros exercice d'hypercapnie, pour moi, c'est série de 50 mètres, départ inférieur à 50 secondes avec sûr et même plutôt inférieur à 45 secondes. Ou apnée hypercapnique de minimum 4,30 de temps d'apnée. Minimum 4, on va dire, de temps d'apnée. Donc là, c'est des grosses séries où finalement, on a peut-être besoin de mettre un peu d'oxygène de temps en temps. Mais si vous faites des séries hypercapniques qui sont inférieures à ça, le plus important, ça va être d'évacuer le CO2. Donc effectivement, c'est de respirer de façon ample et forcée, surtout à l'expire. Ok. Et tu repars. Voilà, ça Ouais, nickel. c'est Ouais, une façon de faire pour moi sur des séries hypercapniques. nickel. Je te remercie. Donc putain, je viens de faire ça et j'ai commencé à tourner les abeilles. Jean-Pierre, reste là. C'est ça, ouais. Voilà, j'espère surtout que j'ai pas dit de choses trop contradictoires par rapport à ce qu'on a pu vous apprendre, parce que je sais que c'est pas forcément le discours qu'on tient. Mais j'espère surtout que sur la notion d'hyperventilation, qui est souvent un petit peu décriée, crainte, voire comment dire, jetée un peu, genre n'en fais pas parce qu'il faut pas en faire. J'espère que ça vous a éclairé un peu plus et que ça vous donne au moins l'envie d'expérimenter ça. Dans la sécurité, bien entendu, toujours. S'il n'y a pas d'autres questions, enfin, a priori, ça a l'air de se tasser au niveau des questions. Euh, allez, je laisse la possibilité d'en faire une dernière. Eh ben, il n'y en aura pas. Donc, je vais vous saluer, je vais couper l'enregistrement et puis ben, je vous dis à demain pour un autre sujet, encore une fois, sur la paix. Grosse bise à vous tous. Merci Pascal. Merci Ciao, Pascal. ciao. Salut. Merci Pascal.